Ne viens pas à Noël, m'a dit mon fils, alors j'ai vendu sa maison. Si cette histoire vous touche profondément, mettez un like à la vidéo et partagez dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Vos réactions nous aident à créer des histoires toujours plus captivantes pour vous. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 68 ans, et voici l'histoire de comment mon fils Antoine m'a brisé le cœur, et comment je lui ai donné la leçon qu'il méritait. Tout a commencé il y a 40 ans, quand j'ai épousé ma femme Marguerite dans une petite église de Tours. Nous étions jeunes, pleins de rêves et avec très peu d'argent en poche. Marguerite travaillait comme secrétaire dans un bureau du centre-ville, tandis que moi je travaillais comme ouvrier dans une usine de construction automobile à la périphérie de la ville. Nos mains étaient toujours sales de graisse et de labeur, mais nos cœurs étaient purs et pleins d'espoir. Quand Antoine est né en 1985, nous avons décidé que nous ferions tous les sacrifices nécessaires pour lui donner un avenir meilleur que le nôtre. Marguerite a arrêté de travailler pour l'élever et j'ai commencé à faire des doubles journées, travaillant même les week-ends. Je me souviens encore de mes mains gercées par le froid quand je rentrais à la maison à 11 heures du soir, trouvant Marguerite qui m'attendait avec une assiette chaude et Antoine qui dormait dans son berceau en bois que j'avais construit moi-même. Les années ont passé comme les pages d'un livre écrit avec sueur et sacrifice. Quand Antoine avait 10 ans, nous avons enfin réussi à acheter une petite maison dans le quartier de Saint-Pierre-des-Corps. Ce n'était pas grand-chose, 2 chambres, un salon minuscule et une cuisine qui contenait à peine une table pour 4 personnes, mais c'était à nous. Je me souviens du jour où j'ai signé l'emprunt immobilier, mes mains tremblaient en tenant le stylo, non pas de peur, mais d'émotion de pouvoir enfin donner à ma famille un vrai foyer. Marguerite a transformé cette maison en un nid d'amour. Elle cousait des rideaux colorés pour les fenêtres, plantait du persil et du thym sur le petit balcon, et chaque dimanche elle préparait un pot-au-feu dont l'arôme embaumait tout l'immeuble. Antoine grandissait heureux, courant dans les ruelles du quartier avec les autres enfants, rentrant à la maison avec les genoux écorchés et les yeux brillants d'aventure. Mais la vie, comme cela arrive souvent, avait d'autres plans pour nous. Quand Antoine a eu 16 ans, Marguerite a commencé à se sentir fatiguée. Au début, nous pensions que c'était juste le stress du travail, elle avait repris un travail à temps partiel dans une boutique du centre pour aider avec les dépenses d'Antoine, qui fréquentait le lycée. Mais la fatigue ne passait pas. Au contraire, elle empirait. Les médecins nous ont dit la vérité par un froid matin de novembre 2001. Cancer du pancréas, stade avancé. Marguerite avait 42 ans et un sourire qui pouvait illuminer même les journées les plus sombres de Tours. Quand nous sommes sortis de l'hôpital Bretonneau, elle a pris ma main et a dit « Pierre, promets-moi que tu prendras soin d'Antoine. Promets-moi que tu l'aimeras assez pour nous deux. » Marguerite est morte 6 mois plus tard, par une tiède soirée de mai, tandis que les glycines de notre voisine parfumaient l'air. Antoine avait 17 ans et je me suis retrouvé seul à élever un garçon qui devenait homme, portant dans le cœur une douleur qui semblait ne jamais vouloir guérir. Dès ce moment, Antoine est devenu ma seule raison de vivre. Je travaillais encore plus, si c'était possible. J'ai accepté un second emploi comme gardien de nuit dans un immeuble de bureau, dormant 4 heures par nuit pour pouvoir payer les études d'Antoine. Il voulait étudier l'économie à HEC Paris, et même si les coûts étaient astronomiques pour mes possibilités, je ne pouvais pas le décevoir. Marguerite me l'avait demandé, l'aimer assez pour nous deux. J'ai vendu la voiture, cette vieille Peugeot que Marguerite aimait tant parce qu'elle disait qu'elle avait la couleur de ses yeux. J'ai pris un prêt à la banque, hypothéquant la maison. J'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs, d'aller au café avec les amis, de me permettre même les plus petits plaisirs. Chaque euro que je gagnais allait pour Antoine, les frais de scolarité, le loyer de son studio à Paris, les livres, la nourriture, les vêtements. Antoine a obtenu son diplôme avec mention très bien en 2007. Je me souviens encore de ce jour, j'étais assis au premier rang dans l'amphithéâtre d'HC, avec mon seul costume correct qui sentait la naphtaline, et quand ils ont appelé son nom, j'ai senti mon cœur exploser de fierté. Marguerite aurait été si fière de lui. Après le diplôme, Antoine a immédiatement trouvé du travail dans une grande banque de Paris. Le salaire était excellent, beaucoup plus que ce que j'avais jamais gagné dans toute ma vie. Enfin, ai-je pensé, les sacrifices portaient leurs fruits. Antoine pouvait commencer sa vie, et peut-être que moi aussi je pouvais me permettre de ralentir un peu.
Mais Antoine n'a pas ralenti. Au contraire, il a accéléré. Il a déménagé dans un appartement plus grand dans le 16e arrondissement, a commencé à fréquenter des restaurants coûteux, à acheter des vêtements de marque. Et lentement, très lentement, ses appels se sont raréfiés. Au début, il appelait chaque dimanche. Puis toutes les 2 semaines. Puis une fois par mois. Ses visites à Tours sont devenues de plus en plus rares et brèves. Quand il venait, il semblait toujours pressé, toujours avec le téléphone à la main, toujours avec quelques rendez-vous importants qui l'attendaient à Paris. En 2010, Antoine m'a dit qu'il avait rencontré une fille, Céline, fille d'un industriel parisien. Elle était belle, élégante, et venait d'une famille importante, comme il disait. Quand il me l'a présentée lors d'une de ses rares visites, j'ai remarqué comment elle regardait notre petite maison avec une expression qu'elle n'arrivait pas complètement à cacher, un mélange de pitié et de dégoût. « Papa, m'a dit Antoine ce soir-là, tandis que Céline était dans la salle de bain, peut-être que tu devrais penser à vendre cette maison et déménager dans un endroit plus adapté à ton âge. Un petit appartement, peut-être. » Je l'ai regardé sans comprendre. « Antoine, c'est la maison où tu as grandi. C'est la maison que ta mère aimait. Pourquoi devrais-je la vendre? » Il a haussé les épaules. « C'est juste que, elle est un peu démodée, non? Et puis, tout seul, qu'est-ce que tu fais de tout cet espace? » Je n'ai pas répondu. Mais cette nuit-là, seul dans le lit matrimonial que j'avais partagé avec Marguerite pendant 20 ans, j'ai compris que quelque chose se passait que je n'arrivais pas encore à définir. Antoine et Céline se sont mariés en 2012, avec une cérémonie somptueuse dans un château de la Loire. J'étais le seul de la famille Dubois présent, tous les autres invités étaient des amis et collègues de Paris, des gens élégants qui parlaient d'investissement et de vacances aux Seychelles. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau dans mon costume acheté pour l'occasion, le seul neuf que je m'étais permis depuis des années. Pendant la réception, j'ai entendu Céline parler avec ses amis. Oui, le père d'Antoine est particulier. Il vit encore dans cette petite maison à Tours, tu sais comment c'est, il est très attaché au passé. Elle riait, et j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Après le mariage, les visites d'Antoine se sont réduites à 2 ou 3 fois par an. Noël, Pâques, et peut-être mon anniversaire, s'il avait de la chance. Mais même quand il venait, il était différent. Il ne parlait que de travail, d'argent, d'investissement. Il ne me demandait jamais comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si je me sentais seul. En 2015, Céline est tombée enceinte. Quand Antoine me l'a dit au téléphone, sa voix était pleine d'excitation, mais quand je lui ai demandé si je pouvais venir à Paris pour aider quand le bébé naîtrait, il y a eu un silence long et embarrassant. « Papa, c'est très gentil de ta part, mais Céline a déjà tout organisé. Sa mère viendra aider, et puis nous avons engagé une nounou. Tu n'as pas besoin de te déranger. » Louis est né en septembre 2015, mon petit-fils. Je l'ai vu pour la première fois quand il avait déjà 3 mois, lors d'une de mes rares visites à Paris. Il était magnifique, avec les yeux sombres d'Antoine et le sourire de Marguerite. Je voulais le prendre dans mes bras, le bercer, lui chanter les berceuses que je chantais à son père, mais Céline était toujours là, prête à le reprendre, disant qu'il devait manger, ou dormir, ou que je ne devais pas le fatiguer. Les années ont passé, et j'ai vieilli. En 2018, j'ai eu une petite crise cardiaque. Rien de grave, m'ont dit les médecins, mais je devais faire attention, réduire le stress, prendre soin de moi. J'ai appelé Antoine pour le lui dire, et il a semblé inquiet au téléphone. « Papa, tu dois prendre soin de toi. Peut-être qu'il est vraiment temps de penser à déménager dans un endroit plus petit, plus facile à gérer. » Encore cette histoire de maison. Mais je ne voulais pas quitter la maison où Marguerite avait vécu, où Antoine avait grandi, où chaque coin racontait l'histoire de notre famille. En 2019, Antoine a eu une promotion importante à la banque. Il est devenu directeur d'agence, avec un salaire que je n'arrivais même pas à imaginer. Ils ont déménagé dans un penthouse à Neuilly-sur-Seine, avec vue sur Paris. Quand il me l'a décrit au téléphone, il parlait de mètres carrés, de design, d'investissement immobilier. « Papa, m'a-t-il dit pendant cet appel, maintenant que les choses vont bien, peut-être que tu pourrais penser à profiter un peu de la vie.
Vendre cette maison, prendre l'argent et déménager dans une résidence pour personnes âgées. Il y en a de magnifiques, tu sais, avec assistance médicale, activités récréatives. Antoine, l'ai-je interrompu, je vais bien dans ma maison. Je n'ai pas besoin d'assistance médicale, et mes activités récréatives sont mon jardin sur le balcon et les conversations avec les voisins. J'ai entendu son soupir de frustration à travers le téléphone. Papa, tu dois être pratique. Cette maison vaut beaucoup maintenant, avec la rénovation du quartier. Tu pourrais en tirer une belle somme. J'ai raccroché sans rien dire. Mais ces mots sont restés dans ma tête pendant des jours. L'année dernière, en 2023, les choses ont dégénéré. Antoine m'a appelé en octobre, avec une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Il semblait nerveux, agité. Papa, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Tu peux venir à Paris ce week-end. J'ai pris le TGV, comme toujours. Antoine est venu me chercher à la gare avec sa nouvelle BMW, mais pendant le trajet vers chez lui, il était silencieux, pensif. Céline m'a accueilli avec son sourire forcé habituel, et Louis, maintenant âgé de 8 ans, m'a salué poliment avant de disparaître dans sa chambre avec son iPad. Après le dîner, tandis que Céline couchait Louis, Antoine m'a emmené dans son bureau. C'était une pièce élégante, avec un bureau en acajou et des étagères pleines de livres d'économie qu'il n'avait probablement jamais ouverts. Papa, a-t-il commencé, regardant par la fenêtre au lieu de me regarder, j'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Mon cœur s'est arrêté. Quel type d'erreur, Antoine? J'ai investi de l'argent qui ne m'appartenait pas. Je pensais pouvoir le remettre en place avant que quelqu'un s'en aperçoive, mais... Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu dans ses yeux l'enfant qu'il avait été. J'ai tout perdu, papa. Tout. Combien, ai-je demandé, même si j'avais peur de la réponse. 300 000 €. Le nombre m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Antoine, comment as-tu pu faire ça? Je ne sais pas, a-t-il explosé. Je pensais être intelligent, je pensais pouvoir faire de l'argent facile. Mais maintenant je risque la prison si je ne rembourse pas tout avant Noël. Il y a eu un long silence. Puis Antoine s'est approché de mon fauteuil et s'est agenouillé à côté de moi, comme il le faisait enfant quand il avait cassé quelque chose et voulait s'excuser. Papa, j'ai besoin de ton aide. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, je sais que je n'ai pas été le fils que tu méritais, mais cette maison à Tours vaut au moins 400 000 € maintenant. Si tu la vendais. Si je la vendais, ai-je fini la phrase, tu pourrais sauver ta carrière et ta réputation. Oui, a-t-il chuchoté. Et puis, papa, pense Y, avec ce qui reste après avoir payé mes dettes, tu pourrais t'acheter un bel appartement, moderne, sans escalier à monter. Je l'ai regardé longuement. Cet homme de 38 ans, avec les cheveux déjà grisonnants et des rides autour des yeux, était mon fils. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, pour qui j'avais travaillé jour et nuit, pour qui j'avais renoncé à refaire ma vie après la mort de Marguerite. Je dois y réfléchir, ai-je dit finalement. Je suis retourné à Tours le cœur lourd. Pendant des jours, j'ai marché dans la maison, touchant les objets que Marguerite avait choisis, regardant les photos d'Antoine enfant accrochées au mur, sentant encore le parfum de son pot-au-feu qui semblait imprégné dans les murs de la cuisine. Une semaine plus tard, j'ai appelé Antoine. J'ai décidé, lui ai-je dit. Je vais vendre la maison. Son soupir de soulagement a été si fort que je l'ai entendu clairement à travers le téléphone. Merci, papa. Merci. Je ne sais pas comment te remercier. Dès que tout sera réglé, je t'aiderai à trouver un endroit magnifique où habiter. Il n'y a pas d'urgence, ai-je répondu. Il faudra quelques mois pour vendre. Bien sûr, bien sûr. Papa, je t'aime. Je sais que je ne te le dis pas souvent, mais je t'aime vraiment. J'ai raccroché et je suis resté assis en silence pendant 1 heure entière. Le lendemain, je suis allé chez Maître Rousseau, un vieil ami de famille qui avait géré l'achat de la maison il y a 40 ans. Je lui ai expliqué la situation, et il m'a regardé avec des yeux tristes mais compréhensifs. « Pierre, m'a-t-il dit, es-tu sûr de vouloir faire ça?
Cette maison est tout ce que tu as. C'est pour mon fils, ai-je répondu. Marguerite m'a fait promettre de l'aimer assez pour nous deux. Maître Rousseau a hoché la tête lentement. Alors faisons tout dans les règles. Mais Pierre, permets-moi un conseil d'un vieil ami. Assure-toi que la vente soit faite correctement. Légalement, je veux dire. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, mais j'ai accepté son conseil. Dans les mois qui ont suivi, tandis que l'agence immobilière montrait la maison aux acheteurs potentiels, j'ai commencé à faire des recherches. Internet est une chose merveilleuse, même pour un vieil homme comme moi. J'ai appris à utiliser l'ordinateur de la bibliothèque municipale et j'ai commencé à chercher des informations sur la banque où travaillait Antoine. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Antoine n'avait pas seulement mal investi de l'argent. Il avait falsifié des documents, créé de faux comptes, volé systématiquement sur les comptes clients pendant plus de 2 ans. Le montant total n'était pas 300 000 €. C'était plus d'1 million. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était de découvrir que ce n'était pas la première fois. Il avait déjà fait quelque chose de similaire dans sa banque précédente, mais il avait réussi à tout couvrir avec l'aide du beau-père de Céline, qui avait arrangé la situation en échange du silence. Mon fils n'était pas seulement un voleur. C'était un voleur en série, qui utilisait l'argent volé pour maintenir son style de vie luxueux et impressionner sa femme et ses amis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans la maison vide, j'avais déjà empaqueté la plupart des affaires de Marguerite, et j'ai parlé avec elle, comme je le faisais souvent quand je me sentais perdu. Marguerite, ai-je chuchoté à sa photo sur la table de nuit, qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je l'aimer assez pour nous deux quand il ne s'aime même pas lui-même? La réponse est venue le matin suivant, quand Antoine m'a appelé. Papa, comment ça va avec la vente? J'ai besoin de savoir quand nous aurons l'argent parce que la situation se complique. Quel type de complications, ai-je demandé, même si je savais déjà. Rien d'important, juste des pressions au travail. Tu sais comment c'est. Il mentait. Encore. Après tout ce que je faisais pour lui, il continuait à me mentir. Antoine, ai-je dit d'une voix calme, j'ai tout découvert. Le silence qui a suivi était assourdissant. Qu'est-ce que tu as découvert, a-t-il balbutié. Tout. Les faux comptes, les documents falsifiés, le 1 million d'euros que tu as volé. Et aussi l'histoire de la banque précédente. J'ai entendu sa respiration haletante à travers le téléphone. Papa, ce n'est pas comme ça en a l'air. Ce n'est pas comme ça en a l'air. Ma voix s'est élevée pour la première fois depuis des années. Antoine, tu as volé l'argent de gens qui te faisaient confiance. Tu as détruit des familles, tu as ruiné des retraités qui avaient mis de côté leurs économies de toute une vie. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que mon fils, l'enfant pour qui j'ai tout sacrifié, est devenu un criminel? Que j'ai élevé un voleur? Ne dis pas ça. J'avais besoin de cet argent. Céline s'attend à un certain style de vie, Louis va dans une école privée coûteuse, nous avons le pantouse, la voiture. Et ça justifie le vol? Tu ne comprends pas, a-t-il crié. Tu ne comprends pas ce que c'est de vivre dans ce monde. Tout le monde a de l'argent, tout le monde peut se permettre tout. Je ne pouvais pas être en reste. Je ne comprends pas. Ma voix était devenue un murmure dangereux. Antoine, j'ai travaillé 16 heures par jour pour te payer tes études. J'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai hypothéqué la maison, j'ai renoncé à refaire ma vie après la mort de ta mère. Et tu me dis que je ne comprends pas. C'est différent, papa. Ce que tu as fait, c'était normal. C'était ce que tu devais faire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard au cœur. Ce que je devais faire. Oui, enfin, tu étais mon père. C'était mon devoir de prendre soin de moi. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis sur le canapé où Marguerite et moi regardions la télévision ensemble. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de colère. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant, qui me brûlait à l'intérieur comme un feu. Antoine m'a rappelé immédiatement, mais je n'ai pas répondu. Il a continué à appeler toute la journée,
puis il m'a envoyé des messages. Papa, s'il te plaît, parlons-en. Je ne peux pas tout perdre maintenant. Céline va me quitter, je vais perdre Louis, je vais aller en prison. Tu es la seule personne qui peut m'aider. Le soir, finalement, j'ai répondu au téléphone. Antoine, ai-je dit d'une voix calme, la maison a été vendue. Dieu merci. Quand aurons-nous l'argent? J'ai déjà reçu l'argent. 450 000 €. Parfait. Quand peux-tu me le transférer? J'ai besoin d'au moins 300 000 tout de suite, et... Antoine, l'ai-je interrompu, je ne te donnerai pas un seul centime. Le silence a été total. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne te donnerai pas un seul centime. En fait, demain matin j'irai à la gendarmerie et je dénoncerai tout ce que j'ai découvert. Papa, tu ne peux pas. Je suis ton fils. C'est justement pour ça que je le fais. Parce que tu es mon fils, et je ne peux pas te laisser continuer sur cette voie. Mais la maison. Tu as vendu la maison pour moi. Non, Antoine. J'ai vendu la maison pour moi. Pour me libérer enfin du poids d'un fils qui ne reconnaît la valeur de rien, qui croit que tout lui est dû, qui a oublié d'où il vient. Papa, s'il te plaît. Si tu me dénonces, ma vie est finie. Ta vie a été finie au moment où tu as décidé de voler. Je ne fais qu'officialiser ce que tu as déjà fait. Antoine a commencé à pleurer au téléphone. Papa, je t'en prie. Je suis ton fils. Maman n'aurait pas voulu ça. Ta mère, ai-je dit lentement, m'a fait promettre de t'aimer assez pour nous deux. Et c'est ça, l'amour, Antoine. T'empêcher de continuer à te faire du mal à toi-même et aux autres. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la vengeance. Non, ai-je répondu. La vengeance aurait été de te laisser continuer et de regarder ta vie s'autodétruire. Ça, c'est la justice. J'ai raccroché à nouveau, et cette fois j'ai éteint le téléphone. Le lendemain, je suis allé à la gendarmerie de Tours. Le brigadier Martin m'a écouté attentivement tandis que je lui racontais tout ce que j'avais découvert. Il avait à peu près l'âge d'Antoine, et je voyais dans ses yeux la même incrédulité que j'éprouvais. « Monsieur Dubois, m'a-t-il dit finalement, vous vous rendez compte que votre fils risque plusieurs années de prison. Je m'en rends compte. Et vous êtes sûr de vouloir porter plainte. J'ai pensé à Marguerite, à son sourire, à ses paroles. Aime-le assez pour nous deux. Oui, ai-je répondu. J'en suis sûr. L'enquête a été rapide. Avec les informations que j'avais fournies, les gendarmes ont réussi à reconstituer tous les chevaux de vol et de falsification. Antoine a été arrêté une semaine plus tard, dans son bureau, devant ses collègues et clients. La nouvelle a fait le tour de tous les journaux locaux. Directeur de banque arrêté pour détournement de fonds et faux en écriture. Céline m'a appelé, hurlant et pleurant, m'accusant d'avoir ruiné sa famille. Comment as-tu pu faire ça à ton fils? Comment as-tu pu? Comment a-t-il pu le faire à ses victimes, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Le procès a été long et douloureux. Antoine a été condamné à 6 ans de prison et au dédommagement complet des victimes. Céline a demandé le divorce et a déménagé avec Louis chez ses parents. Le Pantouse a été saisi, ainsi que tous les biens qu'Antoine avait achetés avec l'argent volé. Pendant toute cette période, Antoine ne m'a jamais parlé. Pas une lettre, pas un appel, pas un message. C'était comme si j'étais mort pour lui. Mais je n'étais pas mort. Au contraire, pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant. Avec l'argent de la vente de la maison, j'ai acheté un petit appartement dans le centre de Tours, près de la cathédrale. Il n'était pas grand, mais il avait une terrasse où je pouvais cultiver mes tomates et mon basilic. Et surtout, il était à moi, sans dette, sans hypothèque, sans le poids des sacrifices passés. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans une soupe populaire gérée par le Secours catholique. Cuisiner pour ceux qui avaient faim me rappelait Marguerite et ses repas du dimanche. Et rencontrer des gens qui avaient ou perdu me faisait apprécier ce que j'avais. C'est là que j'ai rencontré Marie, une veuve de 62 ans qui aidait à servir les repas. Elle avait perdu son mari 2 ans auparavant, et comme moi,
Elle avait des enfants qui vivaient loin et ne l'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Nous avons commencé à parler, puis à prendre un café ensemble après le bénévolat, puis à faire de longues promenades le long de la Loire. Marie ne remplaçait pas Marguerite, personne n'aurait jamais pu le faire, mais elle me tenait compagnie, me faisait rire, me rappelait que la vie pouvait encore réserver de belles surprises. Antoine est sorti de prison après 4 ans, pour bonne conduite. Il ne m'a pas cherché, et je ne l'ai pas cherché. J'ai appris par des connaissances communes qu'il avait trouvé du travail comme vendeur dans un magasin d'électronique, qu'il vivait dans un studio en banlieue de Paris, que Céline ne lui permettait de voir Louis qu'en présence d'un éducateur. Un jour, c'était en novembre 2023, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Louis, mon petit-fils, qui avait maintenant 16 ans. Grand-père Pierre. Sa voix avait changé, elle était devenue celle d'un jeune homme. Louis. Comment vas-tu, mon garçon? Je vais bien, grand-père. Écoute, je sais que papa et toi, je sais ce qui s'est passé. Maman m'a tout expliqué quand j'ai grandi. Et qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé, retenant mon souffle. Je pense que papa a fait une erreur. Et je pense que tu as fait ce que tu devais faire. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Louis. Grand-père, j'aimerais te voir. J'aimerais vraiment te connaître. Maman dit que je peux décider maintenant. Quand tu veux, Louis. Quand tu veux. Louis est venu me voir le mois suivant. Il était grand, ressemblait à Antoine à son âge, mais avait quelque chose de différent dans les yeux. Une gravité, une maturité qu'Antoine n'avait jamais eue. Nous avons passé 3 jours ensemble. Je lui ai montré Tours, je lui ai raconté sa grand-mère Marguerite, je lui ai montré les photos de son père enfant. Et il m'a raconté sa vie, ses rêves, ses projets. Grand-père, m'a-t-il dit le dernier jour, tandis que nous étions assis sur ma terrasse à regarder le coucher de soleil sur les toits de Tours, papa m'a demandé de te dire quelque chose. Quoi? Qu'il s'excuse. Qu'il a compris ce que tu as fait pour lui, et qu'il comprend maintenant pourquoi tu l'as fait. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que s'il voulait s'excuser auprès de toi, il devait le faire en personne. Que je ne suis pas son messager. J'ai souri. Tu es un bon garçon, Louis. Grand-père, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu ne l'as jamais regretté? Ce que tu as fait. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Non, Louis. Je ne l'ai jamais regretté. Ton père devait apprendre que les actions ont des conséquences. Et que l'amour véritable signifie parfois dire non. Même si ça veut dire perdre un fils? Même si ça veut dire perdre un fils. Louis a hoché la tête, comme s'il avait compris quelque chose d'important. Maintenant, 2 ans ont passé depuis cette conversation. Antoine ne m'a jamais cherché, et j'ai arrêté d'attendre qu'il le fasse. Louis vient me voir tous les quelques mois, et nous construisons une relation que je n'ai jamais eue avec son père, basée sur le respect mutuel, pas sur la culpabilité ou les devoirs. Marie et moi nous sommes mariés l'année dernière, avec une petite cérémonie à la mairie. Rien de somptueux, juste nous deux, Louis comme témoin, et quelques amis du bénévolat. C'était le jour le plus heureux que j'ai eu depuis la mort de Marguerite. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture d'Antoine. Papa, disait la lettre, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après tout ce qui s'est passé. Je sais que j'ai déçu toi, maman, et surtout moi-même. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches que maintenant je comprends. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je comprends que c'était la seule chose juste à faire. Et je comprends que tout ce que tu as sacrifié pour moi, je l'ai gâché par orgueil et par bêtise. Je ne te demande pas le pardon, parce que je ne le mérite pas. Je ne te demande pas de me voir, parce que je n'en ai pas le droit. Je te demande seulement de savoir que chaque jour je pense à toi, à maman, et à tout ce que vous avez fait pour moi. Et que chaque jour j'essaie de devenir l'homme que vous auriez voulu que je sois. Je t'aime, papa. Et je suis désolé. J'ai lu cette lettre de nombreuses fois. Je l'ai montrée à Marie, je l'ai montrée à Louis.
Tous les deux m'ont dit la même chose, c'est un début. Peut-être ont-ils raison. Peut-être qu'un jour Antoine trouvera le courage de venir ici, de me regarder dans les yeux, de me dire ces mots en personne. Et peut-être que ce jour-là, je serai prêt à lui pardonner. Mais même si ce jour n'arrive jamais, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai aimé mon fils assez pour l'arrêter avant qu'il ne détruise complètement sa vie et celle d'autres personnes. J'ai aimé mon fils assez pour dire non quand tout le monde s'attendait à ce que je dise oui. Et je me suis aimé assez pour ne pas sacrifier tout ce que j'étais pour ce qu'il voulait que je sois. Maintenant, tandis que j'écris ces mots sur ma terrasse, avec Marie qui prépare le dîner dans la cuisine et le parfum du basilic qui remplit l'air, je sais que Marguerite serait fière de moi. J'ai tenu ma promesse, j'ai aimé Antoine assez pour nous deux. Je l'ai aimé assez pour le laisser partir. Et pour la première fois depuis sa mort, je suis heureux. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like et racontez-nous dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à la place de Pierre? Pensez-vous que l'amour véritable signifie parfois dire non? Vos réflexions nous aident à créer des histoires toujours plus profondes et significatives. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur l'encadré à gauche.